côté, qui a été décidé en décembre 2012, et je peux témoigner de la grande puissance en fait, de l'évaluation randomisée. C'est-à-dire que ça donne, je dirais, en fait, ça aplanifie toutes les questions de méthode sur l'évaluation. Ça donne une base qui est beaucoup moins contestable, ce qui fait qu'on perd énormément moins de temps dans la décision sur vraiment le résultat derrière. Et quand bien même, nous, ce qu'on a fait, c'est de la micro-évaluation randomisée, sur des échantillons de 200 à 500 personnes, donc c'est pas les 1200 que vous avez là, mais même ça, on a un groupe test, on a un groupe témoin, il y a le groupe sur lequel on agit, il y a le groupe sur lequel on n'agit pas. Vous avez votre résultat, au moins c'est clair. Et derrière, vous savez si vous devez généraliser ou pas. Donc c'est vraiment très très puissant comme outil. Je ne l'ai pas payé. Il a dit tout seul. Mais c'est vrai que c'est... Je vais juste compléter, du coup. On est tellement convaincus qu'en fait on a un projet qui prend la suite de ce projet-là et on renouvelle notre partenariat avec la PSE. Voilà, mais ça, je dois dire que c'est en fait ce qu'on constate, c'est que quand on travaille avec un partenaire, quand, à la fin de la première évaluation, en général, il y en a une deuxième qui arrive. Parce que quand on comprend l'intérêt et l'apport que ça donne, on a envie de continuer. Donc, par exemple, Seva Mandir, on a fait plusieurs évaluations avec cette ONG parce qu'à chaque fois, ça leur a permis d'avancer. Il y a d'autres ONG comme ça, ou au Kenya. J'ai parlé du Kenya parce qu'on a fait une première évaluation, ça les a tellement convaincus qu'on a fait une autre, etc. Mais en dépit de ça, je persiste à dire que ce n'est pas un outil magique qu'il faut utiliser tout le temps, partout, etc. Ça, c'est très important. Peut-être la petite chose aussi que j'aimerais ajouter, je n'arrête pas, c'est que ce qui m'ennuie aussi souvent, c'est qu'on oppose évaluation quantitative et évaluation qualitative. Dans le travail que nous faisons, bien évidemment, on manipule des chiffres tout le temps, des statistiques, des données, mais toute la dimension humaine est là aussi. Quand on a évalué un programme au Maroc sur l'adduction d'eau, mettre de l'eau, des robinets dans les foyers, le résultat qu'on a trouvé, c'était une amélioration du statut social, du bien-être. Ça, c'est quoi? C'est bien l'humain, ça. C'est bien. On arrive à parler de choses tout à fait sociologiques, enfin, je ne sais pas comment. Sociales. Et pour déterminer quels sont réellement les problèmes qui existent, quelles sont les barrières qu'il faut contourner, comment le faire, etc., on va faire des enquêtes au préalable, des enquêtes qualitatives, des focus group, etc. Parce que on n'a pas la science infuse. Enfin, il faut. Et puis, l'idée, c'est vraiment de s'appliquer à ce qui est là en vrai, pas aux images qu'on a dans la tête. Par rapport à la question éthique, vous disiez qu'il y avait une information au départ de tous les participants au programme. Je voudrais savoir, est-ce que à la fin de l'évaluation, est-ce qu'il y a une restitution qui leur est faite? Et dans quelle mesure, finalement, les participants peuvent aussi contribuer au résultat de l'évaluation, justement sur ces questions qualitatives, et puis s'impliquer dans cette évaluation? Ils y participent tout le temps, parce que c'est le résultat des enquêtes qui nous donne la matière, quoi. Donc c'est ce qu'ils disent eux et comment ils réagissent eux. Alors, pour l'information, oui, il y a comme dans toute évaluation parfois des dispenses, mais sinon on fait signer, comme tout le monde, un consentement éclairé où on explique ce qui se passe, etc. Ça c'est pour l'information préalable. Pour à l'issue bien sûr qu'il y a restitution des résultats et même pour le tirage au sort, bien souvent on fait une fête. C'est une loterie, c'est quelque chose de... Voilà, c'est pas un truc qu'on fait en douce dans un coin, quoi. Non, c'est... On est avec, on est ensemble. Il faut que tout le monde soit ensemble. Si le partenaire ne croit pas à l'évaluation, ça va pas marcher. Si les gens sont pas concernés par le programme, on va rien avoir, quoi. Une autre question sur la partie gestion sur la partie gestion des connaissances. Donc vous disiez que vous vouliez capitaliser au titre des hypothèses pour en faire une banque d'hypothèses. Et dans quelle mesure est-ce que quand vous avez un résultat d'évaluation,
vous confrontez les hypothèses qui ont permis ce succès-là par rapport à une évaluation qui pourrait être similaire, avec des hypothèses qui sont soit les mêmes, soit différentes, c'est-à-dire une certaine actualisation des hypothèses par rapport à une évolution dans le temps, une adaptation géographique de ces hypothèses-là qui donne ce résultat. Ma question est, si on agrège l'ensemble de ces informations, est-ce qu'on arrive à un résultat théorique quasiment sans étude sur la base d'hypothèses parce qu'on en a fait suffisamment avant? Voilà, c'était l'intérêt de la banque d'hypothèses. Les hypothèses, la banque d'hypothèses, c'est par exemple dans les lentilles. Bon, on indique que ce qu'on cherche, c'est vérifier si l'absentéisme du personnel est une cause de non-développement de la vaccination. On indique qu'on veut vérifier aussi si le fait qu'on incite positivement, ça permet de voir, etc. C'est ça, on met des hypothèses. Facteurs possibles de causalité. Voilà. Mais c'est complètement lié à l'expérimentation en cause. C'est pas une hypothèse dans l'air comme ça. C'est vraiment l'hypothèse que l'on veut vérifier avec cette expérimentation. C'est plus clair? Alors après, ce qu'on fait, et ça c'est le travail justement de tout le personnel qui s'occupe de diffusion, c'est non seulement on va écrire des papiers sur, par exemple, les lentilles qui soient accessibles à tous, mais ensuite, quand on va avoir un certain nombre d'expérimentations sur le même thème, par exemple la procrastination, par exemple le prix des produits de santé, par exemple l'accès à l'école ou je sais pas quoi, on va faire une compilation et essayer d'en tirer des conclusions qui vont au-delà de celles de... Voilà. Et ce qu'on fait aussi, c'est des études coût-efficacité, on dit en français cost effectiveness, où justement on va essayer de voir quel programme finalement va coûter le moins cher pour obtenir le résultat le plus efficace. Sur la procrastination, on va être un certain nombre à se reporter à vos hypothèses. Bon, je ne sais pas si Renaud voudra peut-être ajouter quelques mots. Je vais donc avoir la redoutable tâche de conclure. Quelque chose que j'ai découvert en même temps que les autres auditeurs. Donc c'est vraiment de la réaction sur le vif. Alors, je ne vais pas aller très longtemps sur le contenu même, d'autant plus que j'imagine que beaucoup d'entre vous souhaitent pouvoir passer rapidement aux festivités et m'ont déjà suffisamment entendu pendant toute l'année pour que je ne rajoute pas une couche supplémentaire, surtout que l'examen est fini, donc on peut me dire au revoir avec gentillesse. Bon, mais il y a une autre raison, c'est qu'on a eu deux exposés tout à fait passionnants et dont je remercie leurs auteurs, mais évidemment très différents, vous l'avez senti vous-même. L'un beaucoup plus porté sur le processus, la méthode, les enjeux, et l'autre étant rentré plus sur le contenu d'une des méthodes privilégiées. Donc je vais tout de suite dire ce qui me brûlait les lèvres et qui aurait pu être l'objet d'une question, mais avec l'heure j'y renonce. C'est à l'encontre de l'enthousiasme qui a été manifesté, vous le savez, vous l'avez dit vous-même, il ne s'agit évidemment pas d'une méthode miracle, ça n'existe nulle part et pas en économie non plus. Et il s'agit évidemment d'une méthode qui est très intéressante et c'est pour ça qu'on est tout à fait content que vous ayez choisi Esther Duflo comme patronne, si on peut dire, comme matrone plus exactement, de votre promotion. C'est pas exact. Non, je préfère matrone, je trouve ça très bien. Il faut aller à l'encontre du reçu. Et donc, en dehors de cette remarque, l'idée c'est évidemment que tout n'est pas assimilable à ce qui peut être étudié par la méthode évoquée, la méthode des doubles différences. Il faut donc ne pas considérer comme inutiles aussi bien des méthodes qui sont beaucoup plus administratives, des méthodes qui sont plus économiques, plus économétriques dans un genre différent, des études de panel. On sait bien que les évaluations qui ont été produites, et d'ailleurs Marc Gurgan, vous évoquiez, le soulignait lui-même, posent des problèmes lorsque justement on les généralise.
parce que c'est un peu le problème de la microéconomie et de son passage à la méso ou à la macroéconomie. C'est le problème que l'on rencontre quand on fait des études d'impact dans les études de développement, ou d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'analyser les conséquences des projets d'investissement public qui ont été le grand oublié dans notre table. Et bon, on ne pouvait pas évoquer la totalité des domaines dans lesquels l'évaluation avait été mise en place ou mise en œuvre. Et il y a aussi d'autres méthodes qui peuvent être envisagées et qui vont être développées. Alors, ce que je ressens, moi, un peu paradoxalement, c'est à vous écouter l'un et l'autre qui étaient très enthousiastes et finalement qui soulignaient à quel point l'évaluation était un outil fort et d'usage courant. J'étais arrivé, avant de savoir ce que vous alliez dire, avec l'idée un peu inverse. C'est me référant plutôt à ce que, vous savez bien que j'aime beaucoup cette phrase de Woody Allen, disait de la vie. Il racontait que sa mère, quand il était petit, souhaitait l'emmener tous les dimanches dans un même restaurant, et qu'à la fin, inévitablement, à la fin du repas, elle disait « Décidément, ce restaurant, dans les assiettes, c'est mauvais et il n'y en a pas assez ». Eh bien, je trouve que ce que Woody Allen applique à la vie s'applique assez bien, ou plutôt c'est ce que j'imaginais, s'applique assez bien à l'évaluation des politiques publiques. Non seulement elles sont mauvaises, mais en plus, on n'en fait pas assez. Et donc, l'idée, c'est... J'étais parti avec cette idée-là, et je ressors beaucoup plus enthousiaste, et donc je sens que je vais me précipiter sur nos libations avec grand enthousiasme.